Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne d'Autodoc. Si vous ne me connaissez pas, je suis Anthony Perrier, je suis vidéaste et je m'amuse à préparer des voitures plus ou moins bizarres sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'une des peurs des conducteurs de voitures, dont la mienne, les surchauffes moteurs. Alors avant toute chose, il faut savoir qu'un moteur a besoin d'une température de fonctionnement. Il faut qu'elle soit ni trop haute, ni trop basse. Et pour ce faire, dans nos voitures modernes, on a un système de refroidissement. Alors avant, les moteurs étaient refroidis surtout à air, mais aujourd'hui, ils sont surtout refroidis à eau, ou plus précisément grâce à un liquide de refroidissement. C'est un liquide spécifique, c'est pas de l'eau, parce que l'eau en hiver, ça gèle, et ce serait plutôt fâcheux que l'eau gèle dans un moteur, ça peut péter le moteur. Bref, là n'est pas le sujet. Et globalement, un système de refroidissement liquide, c'est pas très compliqué à comprendre, je vais vous montrer. À l'avant de votre voiture, vous avez ce qu'on appelle un radiateur, c'est tout bête, à l'intérieur on a l'eau chaude du moteur, et puis il est disposé en façade de la voiture, tout simplement pour que l'air extérieur vienne taper contre celui-ci, et vu que généralement il est en cuivre sur les voitures anciennes ou en aluminium sur les voitures récentes, il faut savoir que c'est des matériaux qui sont assez caloporteurs, et ça permet de refroidir l'eau grâce à l'air extérieur. Bon alors ok, dit comme ça a l'air super compliqué, mais je vous assure qu'en réalité c'est très facile. Votre moteur il fonctionne grâce à la combustion d'un carburant et forcément ça fait des explosions et ça fait de la chaleur. La chaleur on n'en veut pas, on met donc de l'eau autour de ces explosions là, eau qui va circuler grâce à la pompe à eau dans tout le système de refroidissement dont dans le radiateur. Le radiateur se charge de refroidir cette eau chaude puis elle est renvoyée dans le moteur. Système de refroidissement. Bon, maintenant que vous savez comment ça fonctionne, je peux vous dire que quand ça fonctionne pas, c'est jamais bon. Ça peut engendrer une surchauffe moteur et en général, une surchauffe moteur, c'est des problèmes, des casses et beaucoup d'argent qui sort de votre portefeuille. La panne la plus commune en cas de surchauffe moteur, c'est bien évidemment des problèmes liés au joint de culasse de la voiture. Et si vous posez la question de pourquoi est-ce que c'est le joint de culasse qui pète en premier, tout simplement parce que ce joint-là, c'est le tout premier qui est en contact avec les explosions de votre moteur. Donc c'est forcément celui qui chauffe en premier et donc qui va faiblir le plus vite. Et ensuite, ça peut engendrer tout un tas d'autres problèmes qui vont coûter très cher, allant même jusqu'à devoir remplacer le moteur complet de votre voiture. Et ça, on veut éviter. Maintenant, je vais donc vous faire une liste non exhaustive des différentes causes qui peuvent provoquer une surchauffe moteur. Comme ça, plus vous en savez, plus vous pourrez l'éviter. La cause la plus basique qui va engendrer le plus souvent un problème de chauffe moteur, c'est que vous avez plus assez de liquide de refroidissement dans le moteur. Du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien pour refroidir le moteur. Casse moteur. Simple, efficace. Donc ça les amis, c'est pour vous rappeler de regarder vos niveaux de temps en temps, surtout si vous avez une fuite. N'oubliez pas de regarder régulièrement sous votre voiture s'il n'y a pas de petites flaques de liquide de refroidissement, il va falloir également s'en occuper, sinon surchauffe. Autre problème mécanique qui peut engendrer une surchauffe même si votre niveau de liquide de refroidissement est bon, c'est le cas où votre pompe à eau ne fonctionne plus. Parce que oui, dans ce cas-là, la pompe à eau, vu qu'elle fait plus son taf, l'eau ne circule plus dans le moteur. Donc forcément, les parties chaudes restent chaudes et les parties froides restent froides. Mais elles communiquent plus. Tout à l'heure, je vous ai expliqué le fonctionnement du système de refroidissement d'une voiture en vous montrant un radiateur. Figurez-vous que si ce radiateur est bouché ou obstrué par quelque chose devant la voiture, forcément, il n'y aura pas de refroidissement. S'il est bouché, c'est simple, l'eau ne pourra pas circuler. Et s'il est obstrué devant votre pare-choc, c'est simple, il ne pourra pas refroidir puisqu'il n'aura pas accès à de l'air frais. Bon, alors par contre, effectivement, le système de refroidissement est efficace grâce au radiateur, mais parfois, en cas de forte chaleur ou si vous êtes à l'arrêt, le radiateur ne sert à rien. Le but, c'est de l'alimenter constamment en air frais, donc forcément, dans des bouchons, c'est impossible. Pour pallier à ça, les ingénieurs ont rajouté devant votre radiateur des ventilateurs. Ces ventilateurs-là, ils vont permettre de venir aspirer l'air qui est devant votre voiture jusque sur le radiateur pour permettre un refroidissement optimal. Mais évidemment, vu que ce ventilateur-là est électrique, il n'est pas non plus à l'abri des éventuelles pannes, donc s'il ne fonctionne plus, dans les bouchons, vous risquez de voir votre aiguille de température monter dangereusement, mais dès que vous repartez, elle va redescendre. Là, je vous conseille de vérifier du coup votre ventilateur. Bon, maintenant que vous avez compris les principes de base du système de refroidissement d'une voiture, je peux rentrer un peu plus dans le vif du sujet en vous parlant d'éléments un peu plus techniques comme le calorstat ou le thermostat. Le calorstat, voyez ça comme un tout petit robinet qui est situé à l'intérieur des tuyaux de refroidissement de votre voiture qui reste fermé le temps que votre voiture est froide. Cette pièce-là a pour objectif de faire chauffer votre voiture plus rapidement, surtout par temps frais, pour qu'elle atteigne sa température de fonctionnement optimale le plus vite possible. Puis ensuite, ce robinet vient s'ouvrir pour permettre au liquide de refroidissement de circuler et d'être refroidi.
Malheureusement, parfois, ce calorstat peut tomber en panne, tout simplement en se grippant, ou tout simplement s'il est électrique, juste il s'use et au bout d'un moment, il ne marche plus. Et dans ce cas-là, le liquide de refroidissement ne pourra donc pas circuler tout autour de votre moteur, et l'eau chaude continuera de chauffer de plus en plus jusqu'à forcément se dilater et sortir par quelque part. Vous avez sûrement déjà vu des voitures qui ont une épaisse fumée blanche à l'avant, etc. Ça c'est quand le vase d'expansion explose, le radiateur explose, des durites explosent, et souvent c'est dû à une surpression comme celle-là. Parce que j'imagine que si vous avez suivi des cours de physique quand vous étiez plus petit, vous savez que l'eau est incompressible et au bout d'un moment, quand elle est trop chaude, il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle s'en aille. Donc elle trouvera toujours un moyen de s'en aller. Parfois ça peut me mettre par le joint de culasse. L'application Autodoc. Toutes les pièces détachées au meilleur prix sur votre téléphone. Essayez-la vous-même. Alors oui, je vous ai parlé d'une température de fonctionnement optimale. C'est vrai, il faut que le moteur chauffe, mais si le moteur est trop froid, c'est pas bon non plus, puisque du coup le rendement sera pas forcément bon. Donc si jamais vous voyez votre aiguille de refroidissement qui reste tout en bas, c'est pas bon non plus. Il faudra également regarder un petit peu de ce côté-là. Le calorstat peut être resté ouvert au lieu d'être resté fermé, ou alors votre sonde de température, le thermostat, peut également avoir un petit problème électrique. Et soit ne pas renvoyer la bonne information au compteur, soit effectivement vous indiquer qu'il y a un problème de température trop basse. Et si jamais, même après avoir vérifié tous les points dont je viens de vous parler, votre voiture est toujours dans le rouge et monte toujours en température, il doit y avoir un autre problème qui peut carrément être de l'ordre mécanique. Là intervient le petit moment où je vous rappelle de bien respecter les échéances d'entretien de votre voiture, parce que des bougies changées trop tardivement, ou un filtre à air encrassé, ou un filtre à essence encrassé, ou toutes ces négligences-là d'entretien peuvent résulter à divers problèmes et variés. Un moteur, c'est malgré tout très compliqué, mais la chauffe moteur peut en être un des résultats. Bon, maintenant que j'ai parlé de tous ces éventuels problèmes-là, je vous rappelle également qu'il est important de toujours mettre le bon liquide de refroidissement dans votre voiture, chaque marque ayant une recommandation constructeur à respecter. Alors dit comme ça, on pourrait juste se dire on met de l'eau, on s'en fout, on met n'importe quoi. Non, ça ne fonctionne pas, parce qu'il faut savoir que certains conduits dans certaines marques de voitures sont dans certains matériaux, et ces matériaux-là ne peuvent pas émettre en contact avec certaines matières qui peuvent être présentes dans les liquides de refroidissement. C'est pour ça que dans les voitures allemandes, on a plus tendance à mettre du liquide rose, que dans les voitures françaises, c'est généralement du jaune ou du bleu, et ainsi de suite. Alors bien évidemment, en cas de dernier recours, en cas de problème, on peut mettre de l'eau dans son vase d'expansion, dans son bocal, dans son radiateur, c'est pas un problème, mais ça doit rester du court terme ou du dépannage, si on a effectivement eu un problème de refroidissement. Mais n'oubliez pas que l'eau, ça gèle, et qu'en hiver, il fait froid. Et l'eau, ça rouille également, donc même en été, ne la laissez pas trop longtemps, ça peut vous causer pas mal de petits problèmes. Maintenant que tous ces points importants ont été dits, voici les points dont vous devez absolument vous souvenir. En gros, le système de refroidissement, il est là pour vous aider et pour assurer le bon fonctionnement de votre moteur. Si vous voyez l'aiguille de température d'eau ou d'huile venir extrêmement haut, ne vous posez pas de questions, arrêtez-vous immédiatement. Parce que si vous continuez de rouler, ça peut vous coûter extrêmement cher en réparation, même si là comme ça, votre voiture roule extrêmement bien. Deuxième point, ne négligez absolument pas l'entretien de votre voiture et vérifiez très régulièrement vos niveaux. Si vous remettez du liquide de refroidissement tous les jours ou toutes les semaines dans votre voiture, c'est qu'il y a forcément une fuite, ou en tout cas l'eau, elle ne disparaît pas, elle va forcément quelque part. Donc si vous n'avez pas de fuite mais que le niveau baisse, ça peut éventuellement indiquer un problème de joint de culasse. Soyez vigilants. J'espère que toutes ces petites indications vous auront plu, vous auront aidé et pourront éventuellement vous servir un jour. En tout cas, si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'Autodoc pour encore plus d'informations et de petits tutos mécaniques. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, à plus tard.